Ici, Monza, où les concurrents du 40e Grand Prix d'Italie viennent, enfin certains viennent de finir, de boucler leur tour de reconnaissance. Ce Grand Prix d'Italie, 8e épreuve du championnat du monde, va se disputer sur 68 tours du circuit de Monza. En ce qui concerne notre reportage, eh bien, je n'ai pas pu avoir la liaison avec Paris, ce qui fait que je ne sais pas très bien comment cela va s'effectuer. En principe, nous allons vous retransmettre en direct les premiers tours et puis nous rendrons l'antenne pour enregistrer une tranche d'1 heure que nous vous diffuserons de 18h35 à 19h35 sur la deuxième chaîne. J'ai donc demandé à Paris de bien faire attention et d'essayer de me prévenir du moment auquel je devrais rendre l'antenne. En attendant, je vais vous dire tout de suite comment va se présenter la grille de départ, établie bien sûr sur les résultats des essais, la grille de départ de ce 40e Grand Prix d'Italie. En première ligne, nous trouverons Jochen Rindt. Jochen Rindt sur la Lotus numéro 4 qui a établi le meilleur temps des essais en 1 minute 25 secondes et 48 centièmes, une moyenne de 242 km/h 161. À ses côtés sur la première ligne, une McLaren, la McLaren numéro 16 de Denny Hulme, 1 minute 25 secondes 69 centièmes. En deuxième ligne, en effet, les concurrents vont être disposés 2 par 2 sur cette grille de départ. En deuxième ligne donc, nous trouverons Jackie Stewart, 3e temps des essais sur la Matra numéro 20, la Matra MS80, 1 minute 25 secondes 82 centièmes, et Bruce McLaren sur la McLaren numéro 18, 1 minute 26 secondes 48 centièmes. En troisième ligne, Pierce Corrège, 5e temps donc des essais sur sa Brabham, 1 minute 26 secondes 48 centièmes, et Jean-Pierre Beltoise qui a réussi 1 minute 26 secondes 72 centièmes, un temps qu'il a réalisé d'ailleurs au cours de la première séance d'essai vendredi. En effet, hier, victime d'un bris de moteur, il a très peu tourné et il peut espérer améliorer, enfin il pouvait plutôt hier espérer améliorer ce temps lorsque son moteur a cassé. En quatrième ligne, Jacques Brabham, qui effectue sa rentrée aujourd'hui, puisqu'il avait été accidenté au cours d'essais privés à Silverstone. Jacques Brabham sur la Brabham numéro 28, 1 minute 26 secondes 90 centièmes. Et toujours en quatrième ligne, Joe Siffert sur la Lotus numéro 30, 1 minute 27 secondes 04. Joe Siffert qui a pas mal d'ennuis de tenue de route avec sa voiture. En cinquième ligne, Graham Hill sur la deuxième Lotus de roue motrice, la Lotus numéro 2, et John Surtees sur la BRM numéro 14. En sixième ligne, Jackie Oliver sur la BRM numéro 12 et Pedro Rodriguez sur la Ferrari numéro 10, l'unique Ferrari engagé dans cette course, nous y reviendrons tout à l'heure. En septième ligne, Silvio Moser, auteur d'une excellente performance avec sa vieille Brabham qui date d'au moins 2 ans et qui a resté 1 minute 28 secondes 51 centièmes. En septième ligne également, John Miles sur la Lotus à 4 roues motrices. Et en huitième ligne, Jackie Hicks qui n'a pu effectuer qu'un seul tour d'essai. Il a cassé en effet 2 moteurs, un moteur le vendredi, un moteur le samedi. Et là, il va participer à la course avec un moteur qui lui a été prêté par Frank Williams. Cette épreuve de Monza est particulièrement intéressante. En effet, il y a de fortes chances pour que l'on connaisse à l'issue de la course le vainqueur officiel du championnat du monde. En effet, théoriquement, Jackie Stewart peut encore être rattrapé. Il compte actuellement 51 points. Le deuxième, Jackie Hicks, compte 22 points. Il ne peut plus le rattraper. Il devra en effet retrancher un résultat. C'est un calcul assez compliqué. Enfin, Jackie Hicks n'a plus aucune chance. Mais par contre, Bruce McLaren, qui est 3e, et Graham Hill, qui est 4e, peuvent encore, théoriquement, je dis bien théoriquement, parce qu'en pratique, c'est autre chose, dépasser Jackie Stewart. Il leur faudrait pour cela, d'une part, que l'un des deux remporte les 4 derniers Grands Prix qui restent à disputer, et d'autre part que Stewart ne finisse pas au plus mal 5e ou 2 fois 6e d'un des 4 Grands Prix qui restent à disputer. Vous voyez qu'il y a vraiment une chance sur 1000 pour que Bruce McLaren ou Graham Hill soient champions du monde. En tout cas, aujourd'hui, si McLaren ou Hill ne gagne pas, ou si Jackie Stewart se classe au plus mal 5e, eh bien Stewart sera officiellement champion du monde des conducteurs. Que dire des séances d'essai, tandis que vous voyez la caméra italienne qui parcourt la grille de départ? Eh bien, on peut dire qu'il y a 3 voitures pratiquement dans le même temps, vous les avez vues. Rindt et Stewart, bien sûr, ce n'est pas une surprise. Et puis aussi Denny Hulme, le vainqueur de l'an dernier, qui a été très incisif et aussi très malchanceux ces derniers temps. Vous l'avez vu à Clermont-Ferrand où il était 2e, puis à Silverstone où il était 2e également, avant de connaître des ennuis mécaniques. On peut noter aussi qu'au cours de ces séances d'essai, il y a eu beaucoup de moteurs cassés. Hicks qui a été victime
2 fois de cette mésaventure. Graham Hill qui a cassé un moteur, Beltoise qui a cassé aussi un moteur, McLaren. Est-ce un signe pour la course? En tout cas, les moteurs Ford n'ont pas fait preuve de leur robustesse habituelle. Tous les pilotes, ou presque, ont réussi leur meilleur temps en bénéficiant de l'aspiration. Nous allons y revenir dans quelques instants. À noter encore que Beltoise a assez peu tourné samedi, que Rodriguez lui a tourné encore moins puisque c'est Brambilla qui a participé aux séances d'essai et que Rodriguez, au bout de quelques tours seulement, a tourné 2,5 secondes plus vite que le pilote italien, ce qui fait qu'il a immédiatement été retenu. Vous étonnez sans doute que Chris Amon ne participe pas à ce Grand Prix de Monza. Eh bien, Chris Amon devait courir sur la toute nouvelle Ferrari qui a effectué ses premiers tours de roue ces derniers temps. Et cette Ferrari, eh bien, ma foi, qui est équipée d'un nouveau moteur 12 cylindres à plat, a connu quelques ennuis justement de moteur vendredi matin au cours d'essais privés à Modène. Je crois que c'était des ennuis de piston qui fait que cette Ferrari ne sera pas au départ de ce Grand Prix d'Italie, à la grande déception, comme vous l'imaginez, du public. Quant à Chris Amon, eh bien, il préfère ne pas courir plutôt que de courir sur l'ancienne voiture qui lui a valu tant de mésaventures cette saison. Quant à Jackie Hicks, eh bien, il se retrouve en dernière ligne, je vous dis, après avoir couvert simplement un tour d'essai. Manque encore à l'appel des partants habituels des Grands Prix cette saison, Joe Bonnier qui a été accidenté à Oulton Park le mois dernier, et Vic Elford qui lui a été victime d'un accident au Nürburgring. En ce qui concerne le circuit de Monza, eh bien, vous avez sans doute vu sur ces images qu'il est envahi par un public énorme. On doit dénombrer 120 000 ou 130 000 personnes. Ce public qui est tout à fait étonnant, tout à fait extraordinaire, certainement le public le plus enthousiaste et le plus chaud d'Europe, avec les avantages et les inconvénients que cela implique. Quant à la piste, nous allons la découvrir au fur et à mesure de la course. C'est la piste la plus rapide d'Europe avec Spa-Francorchamps. Depuis 1962, les pilotes de Grand Prix refusent d'emprunter l'anneau de vitesse avec ces courbes relevées qui sont jugées très très dangereuses. Le circuit, en tout cas, tel quel, développe 5 km 750. Vous allez voir, vous verrez mieux tout à l'heure en image. Enfin, verbalement, je peux vous faire un tour rapide. En partant des tribunes, il y a une très très rapide rectiligne. Les pilotes enclenchent la 5e vitesse devant les tribunes et puis ils vont négocier une courbe extrêmement rapide à droite, la Curva Grande. C'est une nouvelle ligne droite coupée par une très légère courbe, la Curva della Roggia, qui passe absolument à fond. Et puis c'est un freinage impressionnant pour aborder en 3e la première des 2 courbes à droite de l'Esmo. On accélère à fond en 3e toujours entre les 2 courbes. Et puis en sortant de la 2e courbe, on monte ses vitesses dans une ligne droite qui débouche sur une courbe à fond à gauche, la Curva del Seraglio. Et puis c'est une nouvelle courbe à gauche, très ouverte, toujours à fond, la courbe Ascari. Une nouvelle ligne droite à fond à presque 300 km/h. Et là, il va à nouveau falloir freiner violemment pour aborder en 3e la courbe sud ou parabolique qui ramène dans la ligne droite des tribunes. Tout cela, vous allez le voir beaucoup mieux quand le départ de la course va être donné. Comme sur tous les circuits très rapides, il va y avoir aussi des phénomènes d'aspiration. Je vais essayer de vous expliquer très simplement ce dont il s'agit. Disons que la voiture de tête coupe le vent pour la voiture qui la suit. Elle lui permet ainsi de gagner de la vitesse, disons une vingtaine de km/h. En effet, il y a une résistance à l'air qui est bien moindre, et ainsi de la dépasser irrésistiblement. On peut prendre comme exemple l'exemple des courses cyclistes. Vous voyez, ça s'effectue un petit peu comme les relais dans les courses cyclistes. Évidemment, le pilote qui vient de se faire doubler profite à son tour de l'effet de sillage. Et là, je crois qu'on peut faire plusieurs observations. D'abord, que l'aspiration joue sur une grande distance. À Monza, on est encore aspiré à 100 mètres de la voiture qui précède. Ensuite, que le phénomène que je vous ai expliqué pour 2 voitures est valable pour 3, 4 ou 10 voitures. Il est même nettement amplifié. Dans un peloton de plusieurs voitures, on verra souvent une voiture passer dernière du peloton autour d'un tour et passer en tête de ce peloton si elle a pleinement profité des phénomènes d'aspiration au cours du tour suivant. Encore une observation, pour profiter au maximum de l'effet de sillage, c'est-à-dire obtenir la plus grande augmentation possible de vitesse, il faut bien sûr déboîter au tout dernier moment pour doubler la voiture qui précède. C'est évidemment ce qui rend ce petit jeu fort dangereux. À 300 km/h, 5 ou 6 bolides déboîtant à quelques centimètres les uns des autres, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de place pour les maladroits ou pour les inconscients. 2 autres observations qui vont s'appliquer de très près à cette course. D'abord, il va être extrêmement difficile de s'échapper
seul en tête. Il faudrait pour ça avoir un moteur beaucoup plus puissant que les autres. Et un corollaire de cette observation, celui qui serait dans le groupe de tête et qui sortirait de l'effet d'aspiration, de l'effet de sillage, n'aurait aucune chance de revenir dans ce groupe de tête. Encore une autre observation, vous me direz qu'il y en a beaucoup, eh bien, elle va s'appliquer au départ de la course. Celui qui ratera son départ et qui perdra le contact avec le groupe de tête n'aura aucune chance de revenir dans ce groupe de tête. Quant à Jackie Hicks, qui par la suite des ennuis aux essais est très mal placé, eh bien, s'il y a une cassure, s'il y a plusieurs pelotons qui se forment au cours du premier tour, eh bien, je crois que c'en est fait de ses chances. Vous observez sur la grille de départ, Jochen Rindt à droite en première ligne. Vous voyez que c'est une curieuse disposition en épi. En tout cas, en première ligne, Jochen Rindt à droite et Denny Hulme à gauche, avec juste derrière eux Bruce McLaren, Jackie Stewart, ensuite Jean-Pierre Beltoise et Pierce Courage. Et attention, comme je vous le disais, ce départ va être très important, il ne s'agit pas de le rater. La fausse grille. Mais attendez, de toute manière, le départ n'est pas encore imminent. La grille de départ a été composée, c'est ce qu'on appelle la fausse grille, et les concurrents vont maintenant avancer sur la véritable grille de départ. Ils vont avancer d'environ 200 mètres. J'espère que mes explications concernant les phénomènes d'aspiration, évidemment, ont été un petit peu rapides. Je voulais vous les donner avant le départ. Nous aurons le temps d'y revenir pendant la course. C'est en tout cas un phénomène essentiel sur un circuit comme celui-ci. Je dirais presque que c'est malheureusement un phénomène essentiel, car c'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas spécialement du pilotage. Et ça fait courir un grand risque aux pilotes. Je vais encore vous faire une autre confidence, c'est que je venais de vous dire qu'il était extrêmement difficile de s'échapper du peloton. Et pourtant, je crois savoir que Stewart a l'intention d'essayer de s'échapper et de filer seul en tête. Mais nous allons y revenir là encore. Et c'est un petit peu un départ surprise. Et comment Stewart s'est faufilé en tête. Stewart a été le plus vite en action et il est passé au millimètre entre la Lotus de Jochen Rindt et la McLaren de Denny Hulme. Il est bien difficile de vous en dire plus, car j'en vois exactement autant que vous. Et là, la caméra nous attend à l'entrée de la première courbe de l'ESMO. C'est l'hélicoptère normalement qui va relayer. Pour l'instant, je n'ai pas d'image. Vous voyez, enfin, j'ai l'image que vous avez vue. Ah, voilà. Et nous trouvons ici, à l'entrée de la parabolique, vous voyez que ce freinage est extrêmement volant, avec en tête Stewart devant Rindt, je crois. Stewart. Voilà, Stewart en tête devant Rindt et Hulme. Rindt qui attaque Stewart. En quatrième position, j'ai pointé Seifert. En cinquième position, Pierce Courage. En sixième position, Jean-Pierre Beltoise. Et enfin, McLaren, Bruce McLaren.
crois que nos amis italiens doivent avoir un petit pépin de caméra, puisque en effet, les seules images que nous ayons pour l'instant sont les images du passage devant les tribunes et les images de la courbe qui débouche sur ces tribunes, c'est-à-dire la parabolique, la courbe sud. Évidemment, on ne peut pas dire que ce soit... j'espère que ça va très très vite changer. Sinon la course ne va pas être très très gaie pour nous, ni pour vous d'ailleurs. Et nous voici à nouveau à l'entrée de la courbe sud, avec en tête Stewart encore. Stewart, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va essayer de faire le forcing autour des premiers tours pour essayer de s'échapper du peloton, ce qui ne va pas être facile. Il faut en effet qu'il essaye de sortir les autres concurrents de son sillage. Stewart toujours devant Rindt, Ulm, Courage, Beltoise. Alors que Graham-Hill, qui a dû très mal partir, est distancé et qu'un concurrent s'arrête à son stand. Je crois qu'il s'agit d'une Brabham. Oui, c'est une Brabham. C'est Jackie X. Jackie X, arrêt à son stand. Par conséquent, Jackie X n'a plus aucune chance de bien se classer dans ce Grand Prix d'Italie. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de cas. Eh bien, on nous avait promis un hélicoptère qui devait normalement suivre le double virage de l'Esmo, les deux courbes de l'Esmo, et puis une partie de la ligne droite opposée. Eh bien, je crois qu'il n'est pas en vol pour l'instant. Il y a peut-être un ennui d'hélicoptère, tout simplement. Tandis que vous voyez que déjà, deux pelotons semblent se former. Celui emmené par Stewart, Jochen Rindt. Vous voyez que ces trois voitures là déjà semblent être un petit peu lâchées. Nous allons y voir plus clair au passage, et que Graham-Hill, non, c'est pas Graham-Hill, c'est John Miles qui ferme la marche, qui est décroché. Oui, tout à l'heure, il m'avait semblé que c'était Graham-Hill qui était très mal parti et qui fermait la marche. En fait, ce n'est pas Graham-Hill du tout, c'est John Miles. Il est évident qu'avec le peu que nous voyons pour l'instant, en tout cas, je vais vous dire comment semble se dessiner la physionomie de la course pour l'instant. Stewart et Rindt semblent devoir s'échapper et semblent creuser un léger trou sur leur poursuivant. Je vous le disais tout à l'heure, s'ils arrivent à creuser le trou, les autres ne reviendront pas. Ensuite, je crois qu'un deuxième peloton se forme avec Seifert, McLaren, Pierce Courage, Denis Hulme, Jean-Pierre Beltoise. Et qu'ensuite, il y aura encore une petite cassure qui est en train de se former. Et nous trouvons ensuite Brabham, Hill, Rodriguez et les autres. Nous allons voir si au cours de ce passage, ce que je viens de vous dire se confirme. Et c'est Rindt maintenant qui est au commandement. Rindt devant Stewart. Stewart qui repasse en tête à la sortie de la courbe. Il y a un petit creux. Oui, en fait, le deuxième peloton n'est pas encore sorti de l'aspiration produite par Rindt et Stewart. Ils sont encore dans l'aspiration, mais il n'empêche que Rindt et Stewart essayent manifestement en ce moment de partir à deux, tandis que Jackie X vient de reprendre la piste. Je peux aussi vous dire que dans le groupe de 5 que je vous ai donné tout à l'heure, qui forme le deuxième peloton, Seifert, McLaren, Courage, Hulme et Beltoise, est venu s'ajouter Jacques Brabham, qui a réussi à recoller à ce peloton. On trouve ensuite que d'autres des concurrents qui essayent aussi de ne pas se laisser distancer. Il y a Graham-Hill, il y a John Surtees et l'autre BRM, celle d'Oliver.
Voilà, je vous disais que le deuxième peloton n'était pas sorti du tout de l'effet de sillage. Eh bien, cela se confirme puisque vous voyez qu'il a recollé aux deux voitures de tête. Et c'est Stewart encore qui mène devant Jochen Rindt et Denny Hulme. Non, c'est peut-être pas Denny Hulme que troisième. Voilà, Stewart, Rindt, Seifert, McLaren, Seifert, McLaren. Et il semble que Jean-Pierre Beltoise se soit légèrement laissé décrocher. Jean-Pierre Beltoise s'est légèrement laissé décrocher. Il est actuellement avec Brabham. Il ne faudrait absolument pas qu'il perde le contact avec le groupe de tête. Un concurrent très attardé aussi. C'est Jackie Hicks qui passe maintenant, qu'on a attendu. Je me demandais qui pouvait bien avoir été. Et je n'ai pas vu passer, je crois au court tour, la Lotus à 4 roues motrices de John Miles. Ah, il semble qu'il y ait du monde. Là-bas, il ne serait pas sorti de la route, il est arrêté. Il est arrêté en panne. C'est John Miles ou pas? Bien difficile d'y voir clair d'ici. 6e passage, 6e tour. Étant donné qu'on ne me dit rien, je suppose que je suis toujours à l'antenne. J'espère en tout cas, je suis navré. Mais en tête toujours Stewart devant Rindt, Seifert, Hulme, Beltoise a recollé au peloton de tête. Quant à la voiture de Brabham, il semble qu'elle se laisse décrocher, mais je me demande si Jacques Brabham n'a pas quelques ennuis mécaniques. La Ferrari de Rodriguez est très attardée. Et la vieille Brabham de Moser ferme la marche. Voilà une voiture qui a répandu de l'huile sur la piste. Et je me demande s'il ne s'agirait pas de la voiture de Brabham. Je me demande s'il ne s'agirait pas de la voiture de Brabham. En tout cas, c'est très dangereux. Le fait que Brabham soit en difficulté de moteur, s'il s'agit bien de lui, est extrêmement dangereux car ça pourrait y avoir de l'huile un petit peu partout sur la piste. Et de l'huile à cette vitesse-là, à 290-300 km/h, vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner. N'oubliez pas que Chris Amon, l'an dernier, Chris Amon ainsi que John Surtees avaient été victimes d'une tache d'huile et que ça avait fait du dégât, ça avait failli leur coûter très cher. Je vais demander à Paris de me prévenir quand même par un moyen quelconque. Je vais demander à Paris d'essayer de me faire prévenir par moyen quelconque pour me dire si nous avons toujours l'antenne. Tandis que Jochen Rindt maintenant passe en tête devant Stewart, Hulme, Torres, Seifert, McLaren et Beltoise. Graham Hill est décollé du groupe de tête. John Surtees est décollé également. Jackie Oliver qui passe ensuite est loin aussi. Ainsi que Rodriguez qui est avant-dernier devant Silvio Moser. Silvio Moser qui passe maintenant sur son antique Brabham. Il faudrait absolument quand même que quelqu'un ici puisse arriver à joindre Cognac G pour qu'on me donne au moins un renseignement. Je vais demander de bien vouloir m'excuser une seconde. Je vais demander à mes amis de la rail de bien vouloir appeler Paris. Mais non, je ne sais pas. Je devais rendre l'antenne. Mais je ne sais pas exactement à quelle heure. Ça dépendait de Bordeaux Paris. Alors, il faudrait téléphoner comme ça. Je ne peux pas avoir Paris au téléphone. Bien. Eh bien, écoutez, étant sans nouvelles, je vais continuer mon commentaire. Un nouveau changement en tête. C'est Denny Hulme. C'est Denny Hulme maintenant qui a pris le commandement. Vous voyez, un gros plan
de la Ferrari pilotée par Rodriguez. C'est une Ferrari qui date de l'an dernier, un modèle 68, même avec, même si elle est équipée en fait du moteur 69, pas le tout dernier, mais le moteur avec lequel Chris Amon a fait tout le début de saison est un modèle qui n'est plus du tout compétitif, apparemment. Je dirais même mieux, chose curieuse, cette Ferrari va moins vite que l'an dernier. Et John Surtees est en panne ou non? Enfin, John Surtees est en mesure de s'arrêter à son frein. Il ne va pas tarder certainement, car il nous a nettement semblé qu'il passait sur 11 cylindres. Alors voilà l'hélicoptère maintenant qui est en vol. Il semble que la qualité des images de l'hélicoptère donne quelques soucis. Vous voyez que Jackie Stewart reprend le commandement là. Et là, ce doit être Graham Hill. Oui, c'est Graham Hill, comme je vous le disais tout à l'heure, est décroché du groupe de tête. Et qui, par conséquent, ne bénéficie plus de l'effet d'aspiration provoqué par le groupe de tête. Stewart maintenant devant Hulme, Courage et Rindt. Il y a donc actuellement un peloton de tête qui est composé par 7 voitures. La Matra de Stewart, la McLaren de Hulme, la Brabham de Courage, la Lotus de Rindt, la Lotus de Seifert, la McLaren de McLaren et la Matra de Beltoise. Voilà, le 8e, Graham Hill, est décroché. Et Surtees, comme je vous le disais, est en difficulté et il s'arrête à son stand décidément. La saison des BRM aura été une véritable catastrophe. Écoutez, je ne sais pas très bien comment agir. Il me semble qu'étant sans nouvelles de Paris, la meilleure solution est de continuer à effectuer mon commentaire tranquillement. Comme ça, si Paris veut reprendre l'antenne, eh bien je vais leur demander de me couper. Et si au contraire, ils veulent que je garde l'antenne, eh bien c'est chose faite. Nous allons faire le contraire de ce qu'on fait habituellement. Dans le doute, on s'abstient. Eh bien nous allons continuer. Avec en tête au 11e passage, Stewart devant Hulme et Rindt. Depuis le début de la course d'ailleurs, les pilotes les plus actifs ont été Stewart, Rindt et Denny Hulme. Les 3 hommes d'ailleurs qui ont réalisé les meilleurs temps au cours des essais. Et il est fort probable que si l'aspiration, si le phénomène d'aspiration dont je vous parlais tout à l'heure ne jouait pas avec autant d'importance, avec autant de vigueur sur cette piste, eh bien ces 3 hommes auraient déjà fait le trou aujourd'hui. Et voici enfin l'hélicoptère. L'hélicoptère en vol, je ne sais pas trop si on doit s'en réjouir. Et un arrêt au stand de Silvio Moser. Silvio Moser qui n'a pas la chance de pouvoir courir avec le matériel qu'il mériterait. Et vous voyez, quand je vous disais que ce petit jeu de l'aspiration était extrêmement dangereux, vous voyez que Stewart a repris le commandement là, et que on voyait souvent 6 ou 7 bolides déboîter à quelques centimètres les uns des autres à près de 300 km/h, puisque c'est la vitesse atteinte sur le circuit. Et là, Stewart, vous voyez, Stewart essaye par tous les moyens de sortir les autres de son sillage. Stewart essaye par tous les moyens de sortir les autres de son sillage, mais c'est évidemment extrêmement difficile. Vous avez pu constater d'ailleurs que Jackie Stewart ainsi que plusieurs autres concurrents étaient partis sans aileron. C'est-à-dire sur une voiture non munie d'aileron stabilisateur, et cela pour essayer de gagner de la vitesse. En effet, les ailerons font perdre de la vitesse de pointe. Où nous
nous avons dépassé le stade de la mi-course puisque nous sommes maintenant au 38e tour et qu'il reste donc 30 tours à couvrir dans ce 40e Grand Prix d'Italie. Pour ceux qui n'étaient pas devant leur poste au cours du début de notre reportage qui s'est effectué en direct sur la première chaîne à 14h20, je vais essayer d'expliquer ce qui s'est passé jusqu'à présent. Tout d'abord, la situation actuellement. Nous avons 6 hommes en tête, un peloton de 6 hommes qui comporte Jackie Stewart, Jochen Rindt, Pierce Courage, Graham Hill, Jean-Pierre Beltoise et Bruce McLaren. Comment sommes-nous arrivés là? Eh bien, si vous avez vu le départ, vous avez pu constater que Stewart avait été le plus vite en action, qu'il avait essayé de s'échapper avec Rindt, tandis qu'apparaît maintenant sur votre écran au freinage de la courbe sud, les 6 hommes de tête. Stewart donc avait été le plus vite en action, il avait essayé de s'échapper au départ avec Rindt, mais sur un circuit extrêmement rapide comme celui-ci. Vous voyez que le tour le plus rapide aux essais a été couvert à plus de 240 km/h de moyenne. Eh bien, il y a un phénomène d'aspiration qui se produit, que les deux voitures de tête entraînent les voitures qui les suivent dans leur sillage, leur permettant ainsi d'augmenter leur vitesse. Il est donc par conséquent extrêmement difficile de s'échapper. Donc cette tentative de Stewart et de Rindt a été un échec et il s'est formé en tête un peloton de 7 coureurs: Stewart, Rindt, Hulme, Seifert, Courage, McLaren et Beltoise, qui était peloton qui était suivi à une centaine de mètres par Graham Hill, qui restait donc à peu près dans le sillage de ce peloton. Pendant ce temps-là, X s'était arrêté au 2e tour, victime d'un ennui. Il était reparti d'ailleurs après avoir perdu environ 2 minutes. Miles, lui, s'était arrêté définitivement au 3e tour. Brabham au 5e tour, non sans avoir copieusement arrosé la piste avec l'huile de son moteur. Surtees lui avait fait aussi un arrêt à son stand au 9e tour pour repartir peu après. Quant à Moser, il s'était arrêté définitivement au 10e tour. En tête, il y avait un beau chassé-croisé. Les hommes que l'on voyait le plus souvent au commandement, eh bien, c'était Stewart, Rindt. Et puis au 18e tour, on voyait passer en tête durant 2 tours de suite Pierce Courage. Et puis il y avait encore quelque chose de plus étonnant, c'est Graham Hill revenait sur le groupe de tête. Il faut dire qu'il n'avait jamais été très très loin. Il en profitait pour battre le record du tour en 1 minute 26 secondes 5 dixièmes. Et au 22e tour, Graham Hill recollait même à ce groupe de tête. Un groupe de tête qui perdait d'ailleurs 3 tours plus tard Denny Hulme, qui, victime semble-t-il d'ennui mécanique, se faisait décoller. Ils étaient donc toujours 7 en tête. Au 29e tour, Jackie Oliver, qui sur sa BRM était très très attardé, s'arrêtait à son stand. Et au 32e tour, le groupe de tête perdait un nouvel élément. Il perdait Joe Seifert, qui se faisait petit à petit décrocher. L'on se retrouvait donc dans la situation actuelle avec un peloton de 6 hommes en tête: Jackie Stewart, Jochen Rindt, Pierce Courage, Graham Hill, Jean-Pierre Beltoise et Bruce McLaren. En 7e position à distance vient Joe Seifert et en 8e position Denny Hulme. Alors que nous sommes maintenant au 40e tour. Vous allez voir là le peloton de tête dans le difficile, en tout cas très violent freinage de la courbe sud, puisqu'on débouche à environ 300 km/h et qu'il faut en l'espace de moins de 200 mètres ralentir à environ 160 km/h tout en rétrogradant sa 3e vitesse. Voilà, en tête Jackie Stewart, devant Jochen Rindt, Graham Hill, Pierce Courage, Jean-Pierre Beltoise et Bruce McLaren, qui semble avoir d'ailleurs depuis quelques tours des difficultés à rester dans ce groupe de tête. Les voyants que vous voyez passer maintenant sont assez attardés. Vous avez vu passer la Ferrari de Pedro Rodriguez. Si vous n'étiez pas à l'écoute tout à l'heure, je vous rappelle aussi qu'il n'y a qu'une seule Ferrari, au grand désappointement du public, une seule Ferrari engagée dans ce Grand Prix d'Italie. Et encore, s'agit-il du modèle de l'an dernier, qui est piloté ici par Pedro Rodriguez. En effet, Chris Amon, qui devait conduire la toute nouvelle Ferrari à moteur 12 cylindres à plat, eh bien, ne s'est pas présenté au départ. La voiture a été victime d'ennui au cours d'essais privés à Modène et elle n'a pas été alignée au départ. Ici, c'est la Brabham de Jack Brabham, arrêtée à son stand. Décidément, ce sera un mauvais jour pour les Brabham.
puisque Jackie Hicks a été déjà victime de gros ennuis aux essais, au cours desquels il a cassé 2 moteurs. C'est d'ailleurs plus juste de dire que ce sont les 2 moteurs qui ont cassé et non pas Jackie Hicks qui les a cassés, car en effet, je ne pense pas qu'il y soit pour grand-chose. Il a accompli en tout et pour tout un tour vendredi avec son premier moteur et un tour samedi avec l'autre moteur. Il a dû partir dans ce Grand Prix d'Italie avec un moteur qui lui avait été prêté par Frank Williams, le directeur d'écurie qui fait courir Pierce Courage. Un moteur qui ne devait pas donner toute satisfaction, puisque Jackie Hicks a été obligé de s'arrêter dès le premier tour, quelques instants à son stand, ce qui lui a évidemment fait perdre toute chance de jouer un rôle quelconque dans ce Grand Prix d'Italie. Quant à Jean-Pierre Beltoise, eh bien Jean-Pierre Beltoise se comporte tout à fait remarquablement depuis le début du Grand Prix. Il s'est en effet accroché depuis le départ au groupe de tête et actuellement, vous l'avez peut-être vu, il est passé en 4e position derrière Jackie Stewart, Jochen Rindt et Graham Hill. Donc Beltoise actuellement en 4e position derrière la Matra Stewart, les 2 Lotus, et devant la Brabham de Pierce Courage et la McLaren de Bruce McLaren. Alors que nous avons abordé là le 43e tour de la course. Bien, il a à nouveau le freinage de l'ESMO, le freinage de la parabolique sud, pardon, par les 6 hommes de tête qui doublent un concurrent attardé. Avec en tête Jackie Stewart, l'homme qui a été le plus souvent vu au commandement, devant Jochen Rindt, Graham Hill, Jean-Pierre Beltoise, Pierce Courage et Bruce McLaren. Le concurrent qui s'est fait doubler est Denny Hulme qui avait été remarqué au commandement d'ailleurs au début de course et qui a été victime par la suite d'ennuis mécaniques. Là, c'est le peloton des attardés dans lequel vous avez reconnu la Ferrari de Rodriguez et la BRM de Oliver. Et nos amis italiens, nos amis de la RAI, ont depuis le début de ce reportage quelques ennuis avec la caméra qui se trouve placée dans l'hélicoptère, ce qui fait que nous n'avons pas été extrêmement gâtés en matière de prise de vue. C'est que nous avons vu le plus souvent ce freinage d'ailleurs assez remarquable à l'entrée de la parabolique sud et puis le passage devant les tribunes. Pour le reste, eh bien, il faut nous contenter de ces vues, vous voyez, qui ne sont pas excellentes et qui représentent la ligne droite et la légère courbe, la Curva del Vialone, qui suit les 2 courbes de l'ESMO. Voilà la sortie de la parabolique sud qui débouche donc dans les tribunes avec en tête toujours Stewart devant Rindt. Jean-Pierre Beltoise lui est repassé à la 5e place. Mais dans ce peloton, vous voyez, je crois que Jochen Rindt passe ici au commandement devant Jackie Stewart. Oui, il ne faut pas s'étonner si les positions changent très très souvent dans ce peloton de tête. C'est dû tout simplement au phénomène d'aspiration. Je vais essayer, j'espère avec succès, de vous expliquer au début de notre reportage. On risque d'avoir pas mal de suspense en fin de course, car vous voyez ici la BRM de Jackie Oliver, qui est très très attardé. Oliver s'est arrêté tout à l'heure quelques instants à son stand aussi, mais de toute manière il était déjà complètement décroché à ce moment-là, il avait même été doublé par le peloton de tête. Et la moyenne de ce peloton de tête est pour l'instant supérieure à 235 km/h. Oui, je vous disais qu'on risque de vivre un petit peu de suspense en fin de course, car en effet, sur ce Grand Prix, pour ce Grand Prix qui est un des plus longs de l'année, eh bien, la quantité d'essence emportée par les Lotus
apparu un petit peu juste à Colin Chapman, qui était très échaudé certainement par sa mésaventure de Silverstone, ce qui fait qu'on a placé un réservoir supplémentaire sur les Lotus, mais un réservoir supplémentaire qui est tellement petit que les Lotus risquent d'être un petit peu juste au point de vue essence en fin de course. Je veux dire, pour vous donner des faits précis, sachez que par exemple que les Matra emmènent 42 gallons d'essence, c'est-à-dire 190 litres, alors que les Lotus, avec leur petit réservoir supplémentaire, emportent plutôt 39 gallons d'essence, c'est-à-dire 175 litres. Vous allez remarquer aussi que dans ce peloton de tête, certaines voitures sont équipées d'ailerons stabilisateurs et d'autres non. Eh bien, il y a une explication assez simple. En effet, en enlevant les ailerons, et par exemple, la voiture de tête, qui est ici celle de Stewart, n'est pas munie d'ailerons, de même que celle de Rindt et celle de Graham Hill, alors qu'au contraire, celle de Beltoise et celle de McLaren et celle aussi de Courage sont équipées d'ailerons stabilisateurs. Eh bien, l'explication, je vais vous la donner après le passage devant les tribunes. Stewart toujours au commandement, mais Stewart est attaqué maintenant par Graham Hill. Graham Hill qui, profitant de l'effet de sillage, va prendre le commandement dans la rectiligne qui précède la Curva Grande. Je vous ai donné tout à l'heure une brève description de ce très rapide circuit de Monza. Bon, revenons à notre petit problème d'aileron. Il est apparu évident au cours des essais que lorsque l'on enlevait les ailerons, on augmentait la vitesse de pointe d'environ 15-16 km/h. Mais par contre, on perd en vitesse dans les courbes, en stabilité donc dans les courbes, en retirant ces mêmes ailerons. Vous voyez donc qu'il s'agit d'un dosage intelligent. A-t-on intérêt à retirer les ailerons pour gagner de la vitesse de pointe dans les lignes droites ou à les garder au contraire pour gagner de la vitesse dans les courbes? Eh bien, il semble qu'on ait intérêt à les enlever car en effet, les lignes droites à Monza sont plus nombreuses que les courbes. Maintenant, vous voyez que d'autres concurrents, comme Jean-Pierre Beltoise par exemple, ont décidé de jouer la carte aileron. Ils pensaient en effet que le manque de vitesse de pointe qu'ils perdraient ainsi, finalement ils pourraient le rattraper grâce à l'effet d'aspiration, grâce à l'effet de sillage, et que ça leur donnerait une plus grande assurance dans les courbes du circuit. Vous voyez que jusqu'ici ce calcul ne s'est pas révélé inintéressant, puisque Jean-Pierre Beltoise est toujours extrêmement bien placé dans le groupe de tête et que l'on trouve 3 voitures avec aileron sur les 6 voitures qui composent ce groupe de tête. À vrai dire, en ce qui concerne Stewart et Rindt, ils avaient retiré leurs ailerons car ils étaient bien décidés tous les deux à jouer pour le tout, c'est-à-dire à tenter de s'échapper dès le départ afin de ne pas être à la merci de ce véritable coup de poker que pourra représenter le dernier tour du circuit si les 6 concurrents se retrouvent ensemble dans ce dernier tour. Car en effet, à ce moment-là, eh bien, c'est celui qui profitera au maximum de ce fameux effet de sillage, de ce fameux effet d'aspiration, qui se placera le mieux pour en profiter, qui risque de l'emporter. Et vous verrez, si ça se produit, que ce n'est pas forcément au contraire celui qui se trouve en tête. Vous verrez par exemple, remarquez, nous n'en sommes pas encore là, il reste encore une vingtaine de tours. Vous verrez par exemple que personne ne tiendra vraiment à prendre le commandement à l'entrée de cette courbe parabolique dans laquelle le peloton de tête se trouve actuellement. En effet, ce sera très mauvais de déboucher ici au commandement. Comme l'est actuellement Jackie Stewart, devant toujours Graham Hill, Courage, Jochen Rindt, Bruce McLaren et Jean-Pierre Beltoise. Il y a vraiment un public extrêmement nombreux pour ce Grand Prix d'Italie. Je vous ai dit tout à l'heure, on le chiffre comme cela à 120 000 ou 130 000 personnes. Et on note dans ce public d'ailleurs la présence de très nombreux Suisses et aussi de très nombreux Français. Il n'y a aucun doute que le sport automobile en France actuellement connaît une énorme expansion. Et
Il m'a été personnellement, et à tous les journalistes, à tous ceux qui s'occupent du sport automobile en France, il a été très très agréable de lire l'autre jour sur une dépêche d'agence, sur une dépêche de l'AFP, le texte d'une interview de M. Joseph Comiti, le ministre des Sports, qui déclarait que le sport automobile en France était en pleine expansion, qu'il correspondait à un besoin de la jeunesse, puisque les jeunes d'aujourd'hui sont orientés vers les activités de plein air présentant un certain risque, comme l'automobile, la voile ou le canoë-kayak. Et M. Comiti a ajouté qu'à la fin du mois, il avait l'intention de réunir autour de lui des spécialistes afin de définir ce qu'il veut appeler une politique des circuits et afin d'essayer de voir dans quelle mesure on pourrait établir des projets de stades automobiles qui seront des circuits permanents qui, outre les compétitions, permettront tous les jours d'avoir des écoles de conduite aussi bien banales que sportives. C'est un projet qui avait été présenté par Claude Bourriaud. Claude Bourriaud, à qui le sport automobile français d'ailleurs doit beaucoup, puisque lorsqu'il est venu à la présidence de la Fédération française du sport automobile, il a opéré une véritable petite révolution. Une petite révolution qui est poursuivie aujourd'hui avec beaucoup de bonheur et puis aussi avec beaucoup de travail, il faut bien le dire, par l'actuel président Bernard Constant. Il faut dire aussi que ce renouveau du sport automobile en France, on le doit à des marques comme Matra, qui ont vraiment fait un effort fantastique pour venir en quelques années se mêler à la pointe du combat et faire mieux que se mêler, faire mieux d'ailleurs que venir à la pointe du combat, puisque cette année, Matra va certainement remporter le trophée mondial des constructeurs qui récompense la meilleure voiture de Formule 1 de la saison. Jackie Stewart, lui, je vous l'ai dit, il suffit qu'il termine au plus mal à la 5e place de ce Grand Prix d'Italie pour être assuré du titre de champion du monde. Et qu'il n'y a pas de changement dans le groupe de tête, toujours nos 6 concurrents avec une moyenne qui est de 235 km/h 400. Et j'insiste encore sur vraiment le risque énorme que prennent les pilotes sur ce circuit de Monza. Vous voyez la moyenne, plus de 235 km/h, et il faut, pour bénéficier donc de ces phénomènes d'aspiration dont je n'arrête pas de vous parler depuis le début, mais qui sont absolument essentiels sur ce circuit de Monza, eh bien il faut se suivre à quelques centimètres les uns des autres. Il faut en tout cas déboîter à quelques centimètres de la voiture qui vous précède pour pouvoir la doubler. Et cela à près de 300 km/h. Vous imaginez un petit peu, vous imaginez tout de suite les conséquences que peut entraîner la moindre fausse manœuvre. Je parlais du grand rôle joué par Matra en ce qui concerne le renouveau du sport automobile en France. Il serait injuste, bien sûr, de ne pas y associer Alpine. Alpine, surtout pour ses activités en rallye, puisque vous savez encore que récemment, dans un des plus grands rallyes d'Europe, la Coupe des Alpes, Alpine vient de remporter un magistral succès. Et toujours le petit train des 6 voitures de tête. Un petit train dans lequel les positions varient sans cesse. Mais je vous l'ai dit, c'est tout à fait normal, il n'y a là rien d'étonnant, elles peuvent varier plusieurs fois au cours d'un tour. Et comme le dit Ken Tyrrell, le manager de l'équipe Matra International, pour gagner une course, c'est extrêmement facile. Il suffit d'être encore sur la piste au cours du dernier tour et d'être en tête. Vous voyez, c'est tout simple. Et il reste encore 38 tours à couvrir dans ce Grand Prix d'Italie. Ici, c'est Joe Siffert qui passe. Joe Siffert qui occupe la 7e place. C'est P. Siffert, encore une fois malchanceux. Et puis qui court depuis le début de la saison avec un matériel qui n'est pas très compétitif. Ici, c'est le groupe de tête à nouveau avec en tête Stewart devant Graham Hill. Et il manque quelqu'un
Non, c'est une voiture qui était cachée par une autre. C'est une voiture qui était cachée par une autre. Il ne manque personne. Les 6 concurrents sont toujours là. Fermez la marche, Jochen Rindt et Jean-Pierre Beltoise. Et un arrêt au stand, c'est un arrêt de Pedro Rodriguez. Non, c'est un arrêt de Jackie Oliver. C'est un nouvel arrêt, un deuxième arrêt de Jackie Oliver. Mais il faut dire que dans l'équipe BRM, vraiment cette année, rien ne va plus. Ce n'était pas déjà extrêmement brillant la saison dernière, mais alors cette année, je crois qu'on touche le fond chez BRM. BRM qui, depuis sa victoire dans le championnat du monde en 1962, eh bien, n'a plus fait grand-chose. Et cette année, on espérait beaucoup d'un nouveau moteur, un V12. Un V12, BRM est la seule marque avec Ferrari à employer actuellement en compétition un moteur V12. Toutes les autres marques emploient des V8 Cosworth. Eh bien, ce moteur V12 n'a pas donné grand-chose. Tony Rudd, l'ingénieur responsable, a été contraint à démissionner par Sir Alfred Owen qui finance BRM. Et puis, ça n'a rien changé. Les résultats pour BRM sont toujours aussi mauvais depuis le départ de Tony Rudd. On espérait beaucoup aussi de la venue de John Surtees et puis de celle de Jackie Oliver que vous voyez ici sur votre écran. Eh bien, il faut dire que John Surtees, qui est certainement un des meilleurs pilotes de Formule 1 du monde à l'heure actuelle, fait ce qu'il peut avec ce matériel qui n'est pas concurrentiel. Mais il a beau faire des efforts démesurés, il n'arrive quand même pas à se mener à la lutte pour la première place. Et quant à Jackie Oliver, vous voyez ici, une fois de plus, eh bien c'est l'abandon. Jackie Oliver, qui, je vous le rappelle, a remporté cette année les 24 heures du Mans, associé à Jackie. Et notre petit train à nouveau. Notre petit train des hommes de tête, vous voyez que c'est la plupart du temps Jackie Stewart qui est au commandement, là devant Graham Hill. Mais il n'arrive pas à faire la décision, il n'arrive pas à décramponner le peloton. Jackie Stewart ici devant Graham Hill, Jochen Rindt, Pierce Corrège, Bruce McLaren et Jean-Pierre Beltoise. Je vous l'ai dit au début de ce reportage, il est pratiquement impossible, en tout cas extrêmement difficile, de se dégager d'un peloton comme ça ici à Monza à cause des phénomènes d'aspiration. Ces phénomènes qui font que la voiture qui vous précède vous entraîne dans son sillage et vous ainsi profitez d'une moindre résistance à l'air, vous permet de gagner 15 à 20 et même 20 km/h en vitesse de pointe. Vous voyez donc que même si votre vitesse à vous est supérieure à celle de la voiture qui vous suit, eh bien ce phénomène d'aspiration fait plus que rétablir l'équilibre et ne vous permet pas de la décramponner. À nouveau, le freinage de la courbe sud avec Jackie Stewart en tête. Le peloton de tête qui va doubler le pauvre Seifert. Peloton de tête qui va doubler le pauvre Seifert. Encore une fois victime de gros ennuis avec sa voiture. C'est dommage parce que Seifert a vraiment fait la preuve qu'il était un des tout meilleurs pilotes du monde. Et cette année, il se bat parce que vraiment, il ne peut pas trouver plus lutteur que Joe Seifert. Il se bat avec un matériel qui lui non plus n'est pas dans le coup.
Là, je crois qu'il a des gros ennuis de stabilité, en tout cas au cours des essais, il a eu de gros problèmes de stabilité avec sa Lotus. Enfin, Josie Fort aura trouvé cette année quand même une forte consolation en sport prototype, puisque c'est lui qui a permis vraiment à Fort de conquérir le titre de champion du monde. Et dans le peloton de tête, qui aborde à nouveau le freinage de la courbe sud, eh bien dans ce peloton de tête, on doit drôlement commencer à cogiter sous les casques et à se dire que vais-je faire, comment vais-je me placer, quel sera mon plan si la situation est toujours ainsi dans le dernier tour. Ça doit beaucoup travailler actuellement dans le crâne des coureurs. Tandis que Pierce Courage a été légèrement décroché. Il faut dire que dans les manœuvres de dépassement, évidemment, il y a là une occasion parfois de décrocher un ou deux concurrents qui composent le peloton de tête. Ça peut se faire au hasard des manœuvres de dépassement. Et là, j'ai l'impression que Pierce Courage va avoir du mal à reprendre contact. Il a été assez nettement décroché. Et nos amis italiens ont toujours de gros ennuis avec leur caméra placée dans l'hélicoptère. Ce qui fait que depuis le début de l'épreuve, nous sommes un petit peu condamnés à avoir toujours les mêmes plans, c'est-à-dire ce freinage de la courbe sud, qui pour en être très spectaculaire, n'en est pas moins un petit peu fastidieux à force. Ah, nous en sommes vraiment réduits au freinage de la courbe sud et au passage devant les tribunes. Sur un circuit de plus de 5 km, c'est un petit peu maigre. Là, c'est la Ferrari qui vient de déboucher. Vous voyez un petit peu le travail au freinage. Ici, c'est Stewart qui a assuré le commandement devant les deux Lotus. Et vous voyez que Courage est un petit peu décollé. Oh, il est même très nettement décollé. Avec Courage, c'est terminé. Courage ne pourra plus se mêler à la lutte des 5 maintenant. 5 hommes de tête, je vous rappelle leur nom: Stewart, Hill, Rindt, McLaren et Jean-Pierre Beltoise. Remarquable sur un circuit comme Monza, et pourtant ceux qui connaissent et ceux qui suivent Jean-Pierre Beltoise depuis longtemps savent que ce n'est pas tellement le genre de circuit que Jean-Pierre Beltoise affectionne. Seulement, j'ai encore déjeuné avec Jean-Pierre tout à l'heure, et puis Jean-Pierre, vous savez, c'est les jours avec et puis les jours sans. Quand il est en forme, il est capable vraiment du meilleur, et aujourd'hui, c'est un jour avec, c'est un jour de forme. Jean-Pierre Beltoise a fait preuve de beaucoup de sérénité ces derniers temps. Je veux dire que je l'ai un petit peu admiré parce que j'aurais été à sa place. J'aurais vraiment eu envie d'envoyer tout promener. En effet, après sa magnifique deuxième place à Clermont-Ferrand, Ken Tyrrell avait pris Jean-Pierre Beltoise à part et lui avait dit: Jean-Pierre Beltoise, vous apercevez ici, là, il vient de passer en 4e position, il vient de ravir la 4e position à Ross McLaren. Ken Tyrrell avait dit à Jean-Pierre Beltoise: écoutez Jean-Pierre, pour la première place, bon, au championnat du monde, Stewart, il n'y a pas tellement de problème en ce moment, vous, il faut que vous soyez deuxième. Et Jean-Pierre Beltoise, qui avait un moral fantastique à ce moment-là, avait commencé à croire à cette deuxième place et à se dire: après tout, oui, pourquoi pas, je vais essayer d'être deuxième au championnat du monde cette année. Et puis il y a eu le Grand Prix d'Angleterre. Vous savez qu'au cours du Grand Prix d'Angleterre, Jean-Pierre Beltoise avait réalisé une excellente performance au cours des essais, puisque à un certain moment de ses essais, il avait le deuxième temps derrière Jackie Stewart. Et puis à ce moment-là, Jackie Stewart a été victime d'une petite sortie de route qui était entraînée par un bloc de ciment qui était malheureusement sur la piste, et la voiture de Stewart a été détruite, et Jackie Stewart, ma foi, qui est le pilote numéro 1 de Matra International, a pris la voiture de Jean-Pierre Beltoise pour faire la course. Et Jean-Pierre Beltoise a été obligé de courir avec la 4 roues motrices qui souffre incontestablement, qui est une voiture expérimentale, qui souffre encore de mise au point. Donc Jean-Pierre Beltoise qui pouvait espérer prendre la deuxième place de championnat du monde et faire donc, en faisant une excellente performance au Grand Prix d'Angleterre, a vu là ses espoirs s'écrouler un petit peu, et il a pris ça avec beaucoup de calme. Il a dit: c'est normal, Jackie Stewart, c'est le premier pilote de la maison, c'est tout à fait normal
qu'il prenne ma voiture après avoir détruit la sienne. Et il semble qu'actuellement ce soit Bruce McLaren qui ait de grosses difficultés à suivre le peloton de tête. Oui, Bruce McLaren se fait décramponner, ce qui fait qu'on pourrait assister à une sensationnelle fin de course entre les deux Matra et les deux Lotus. Là, ça serait vraiment formidable. Ah oui, là on pourrait avoir. Nous sommes maintenant au 60e tour. Dans le 60e tour, il reste 8 tours à couvrir. C'est bien ça. Il reste 8 tours à couvrir et nous nous acheminons vers une sensationnelle fin de course puisqu'il reste en tête de peloton les deux Matra et les deux Lotus. Ah, ça risque d'être vraiment formidable. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une course d'équipe? En tout cas, Bruce McLaren, de toute manière, je vous ai dit qu'il perdait légèrement le contact, mais il semble qu'il ne l'ait pas perdu totalement et qu'il ait encore réussi, toujours avec ces fameux phénomènes d'aspiration, à revenir sur le groupe de tête, dans le peloton de tête. Je vous ai dit tout à l'heure que l'effet de sillage jouait encore quand la voiture qui vous précède se trouve à une centaine de mètres. Est-ce que Jean-Pierre Beltoise et est-ce que Jackie Stewart maintenant ne vont pas essayer de partir tout seuls? Ou est-ce qu'au contraire les deux pilotes de Lotus ne vont pas essayer en s'entraidant de partir tout seuls? Si nous allons savoir, car ça me paraît improbable, parce que ça me semble très très difficile. Oui, à 100 mètres, on est encore aspiré par la voiture qui vous précède. Et sur des circuits qui sont bordés d'arbres, où les arbres sont presque en bordure de la piste, où il y a donc un couloir d'air, eh bien cette aspiration peut jouer jusqu'à 250 mètres. C'est-à-dire que vous ne voyez plus la voiture qui vous précède et vous êtes quand même aspiré par elle. Vous voyez que c'est assez curieux comme phénomène. Encore 8 tours à couvrir. Encore 8 tours à couvrir. Et Bruce McLaren, vous voyez que Jean-Pierre Beltoise a pris la 3e place là. Et Bruce McLaren n'est pas lâché. Et je crois qu'il a bien l'intention d'arbitrer. Bruce McLaren a bien l'intention d'arbitrer la lutte entre les Lotus et les Matra. En tout cas, sans vouloir faire preuve le moins du monde de chauvinisme, on peut dire que cette équipe Matra a depuis le début de la saison fait une impression considérable. Les voitures ont toujours été là. Il a juste seul le Grand Prix de Monaco, où pourtant il était en tête, a échappé à Jackie Stewart, ainsi que tout récemment le Grand Prix d'Allemagne, qui est revenu d'une manière formidable d'ailleurs à Jackie X, au jeune champion belge. Mais encore au Grand Prix d'Allemagne, Jackie Stewart a expliqué après la course qu'il avait été victime d'une défaillance de sa boîte de vitesse qui ne lui avait pas permis de garder le contact avec Jackie X. Mais je tiens quand même à préciser, parce qu'il ne faut rien enlever au mérite de Jackie X, qu'avant que Jackie Stewart soit victime de la défaillance de sa boîte de vitesse, Jackie X lui avait en l'espace de 4 tours repris environ 15 ou 20 secondes. Attention, car les voitures de tête vont devoir doubler maintenant des concurrents attardés et il pourrait, si un des hommes de tête était gêné au cours de ce dépassement, eh bien il pourrait perdre le contact avec ce peloton de tête.
secondes qui vont suivre là sont donc très très importantes pour le dénouement de la course. Si un des hommes de tête est gêné au cours de cette tentative de dépassement, il peut perdre la course dans les secondes qui viennent. Là, nous nous trouvons actuellement dans la grande courbe, la courbe del Vialone qui passe absolument à fond. Et nous abordons maintenant le freinage de la courbe sud avec en tête Stewart devant Jochen Rindt. Stewart devant Jochen Rindt. Vous voyez que c'est difficile de passer. Vous voyez que c'est difficile de passer. C'est Jean-Pierre Beltoise et Bruce McLaren qui risquent d'être les victimes de Rodriguez. Enfin, je ne veux pas dire par là le moindre mal de Pedro Rodriguez. J'ai beaucoup d'estime pour Pedro Rodriguez, qui est un grand pilote qui, depuis le début de l'année, n'a pas eu la voiture qu'il méritait. Et c'est bien malheureux, car il aurait vraiment sa place dans n'importe quelle écurie d'usine. Mais Jean-Pierre Beltoise et Bruce McLaren ont eu un petit peu de mal, vous l'avez vu, à dépasser Pedro Rodriguez à la sortie de la courbe sud. Et nous allons savoir dans quelques instants s'ils ont perdu le contact ou pas. Il semble en tout cas que Stewart et Rindt avaient profité de ce dépassement pour s'assurer un très très léger avantage. Est-ce que cet avantage a été suffisant pour sortir les autres de leur sillage ou pas? C'est ce que nous allons voir maintenant. Maintenant, alors que nous sommes dans le 64e tour et qu'il reste donc 4 tours et demi à couvrir. Non. Ils sont là tous les 4, je crois. Non. Non, 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 non. Non, non, ils ne sont pas là tous les 4. Vous allez voir plus clair tout de suite. Qui manque-t-il? Il manque Graham Hill. Il manque Graham Hill. Graham Hill n'est pas passé. Voilà, c'est lui là qui s'arrête. Quelle malchance. Quelle malchance pour Graham Hill, le champion du monde en titre. Champion du monde en titre, auteur d'une course fantastique jusqu'ici, puisqu'il avait réussi l'exploit, après s'être laissé décrocher, de recoller au groupe de test, qui est une tâche pratiquement impossible. Eh bien, Graham Hill, à 4 tours de la fin, se voit trahi par sa mécanique. Graham Hill, une des figures les plus sympathiques du sport automobile mondial. On va voir un garçon qui a un caractère merveilleux, un sens de la plaisanterie et surtout une présence qui fait estimer tous. C'est bien Graham Hill ne remportera pas ce Grand Prix d'Italie. Il est éliminé au 64e tour, alors que voici le peloton de tête emmené par Jackie Stewart devant Jochen Rindt, Jean-Pierre Beltoise et Chris Amon. Jochen Rindt qui passe en tête, Jean-Pierre Beltoise ferme la marche. Enfin, quand je dis ferme la marche, je veux dire par là qu'il est 4e. Et nous entrons dans le 66e tour, plus que 3 tours à couvrir. Et si je vous ai dit tout à l'heure que ça devait réfléchir sérieusement sous les casques, actuellement ça doit bouillonner. Car en effet, la victoire risque de se jouer non pas sur du pilotage pur et simple, mais sur du pilotage accompagné de tactique. Celui des 4 hommes de tête. Là, c'est un arrêt de Jackie X. Jackie X qui était très très attardé de toute façon. Et qui s'arrête à 3 tours de la fin.
Vraiment une arrivée à suspense. Et même si vous connaissez déjà le résultat, ça n'a pas une grande importance parce que vous allez voir comment le vainqueur va l'emporter. Moi, je vous commande ces images en direct et par conséquent, je ne sais pas encore qui va l'emporter. Vous, si vous avez écouté la radio, si vous avez écouté France Inter, vous le savez peut-être déjà, puisque mon camarade Tommy Franklin assure sur France Inter le reportage de ce Grand Prix. En tout cas, je vous le répète, celui qui va gagner, c'est celui qui va réussir à élaborer la meilleure tactique. Oh là là, le pauvre Joe Siffert risque bien lui aussi de ne pas aller jusqu'au bout. Il passe dans un nuage de fumée maintenant. Et il va regagner son stand. Lui aussi à 2 tours de la fin. Lui aussi à 2 tours de la fin. Malchanceux C.P. Siffert. Plus que 2 tours à couvrir au passage devant les tribunes, plus que 2 tours à couvrir, 4 hommes en tête, tous les 4 peuvent l'emporter et parmi eux, un Français, Jean-Pierre Beltoise. Voilà, en tête Stewart devant Rins, Beltoise, Ross McLaren qui est légèrement distancé mais qui n'est pas encore sorti du sillage. L'un de ces 4 hommes va remporter le Grand Prix d'Italie, lequel c'est absolument impossible de le dire. Je vous le répète, ce ne sera pas forcément une question de pilotage, mais plutôt une question de tactique. Cette course va se gagner avec la raison, avec le raisonnement. Plus que 2 tours à couvrir. Pour Siffert, c'est l'abandon. Pour Siffert, c'est l'abandon. La 5e place est occupée actuellement par Pierce Courage. La 6e par Pedro Rodriguez. Et la 7e par Denis Hall. Bien, c'est depuis Paris que nous sommes obligés de vous commenter l'arrivée de ce Grand Prix d'Italie. 4 voitures sont actuellement groupées, vous le voyez sur ces images. Stewart sur Matra, Rins sur Lotus, Beltoise sur Matra et McLaren sur McLaren. Les 4 voitures de tête abordent le dernier virage, la courbe sud qui donne sur la ligne d'arrivée. Beltoise s'est infiltré, il est entré en tête dans le dernier virage, ce qui n'est pas, comme vous l'a dit tout à l'heure Stéphane Collaro, la position la plus favorable. Beltoise est sorti à l'extérieur, il est dépassé sur la ligne par Stewart et Rins. C'est donc Stewart qui remporte ce Grand Prix d'Italie devant Joachim Rindt, 3e Beltoise, 4e McLaren. Pour Jackie Stewart, c'est sa 6e victoire de la saison en Grand Prix. Il lui suffisait de terminer à la 5e place de ce Grand Prix pour être champion du monde. Mais vous voyez que Jackie Stewart n'a pas voulu faire les choses à moitié. Premier Stewart en 1h39 minutes 11 secondes 26 centièmes pour être précis, à la moyenne de 236 km 522. On attendait depuis longtemps une arrivée au sprint entre Stewart et Rindt. C'est chose faite et Stewart s'est montré le meilleur devant Rindt, qu'il a devancé de 8 centièmes de seconde. Vous voyez ici Graham Hill qui aurait pu prétendre se mêler à la première place, à la lutte de la première place, mais la raison de son abandon, Stéphane Collaro vous disait tout à l'heure, eh bien c'était tout simplement une panne d'essence dont a été victime le champion du monde sortant. Quant à Jean-Pierre Beltoise qui termine 3e après une course superbe, il n'a jamais été aussi près d'une victoire en Grand Prix. Après sa démonstration de Clermont-Ferrand, sa course d'aujourd'hui nous prouve que nous avons là un très bon pilote français. Il aura également la consolation d'avoir établi le record du tour au 65e tour en 1 minute 25 secondes 2 dixièmes à la moyenne de 242 km 957. Revoici les concurrents. En tête Stewart devant Rindt, 3e Beltoise et 4e McLaren. Tous ces pilotes se retrouveront pour la prochaine étape du championnat du monde au Grand Prix du Canada dans 15 jours. Mais nous connaissons déjà le champion du monde 1969
un grand champion, Jackie Stewart. Quant à Jean-Pierre Beltoise, il remonte à la 5e place du championnat du monde des conducteurs. Je vous rappelle une dernière fois le classement de ce Grand Prix d'Italie. Premier, Jackie Stewart, en 1h39 minutes 11 secondes 26 centièmes, moyenne 236 km 522. Deuxième, Jochen Rindt. Troisième, Jean-Pierre Beltoise sur Matra. Quatrième, Bruce McLaren. Cinquième, Pierce Courage.